Les grands maréchal et sa femme sont venus dîner comme de coutume. C'était le jour. Ils venaient tous les dimanches. Durant les dîners, l'empereur plaisantait sur la parole française de cette dame. Ce serait bientôt, disait-il, celle de ces vieilles avares qui se pourvoiront chez les revendeuses. Ce n'était pas la fraîcheur ni l'élégance de le roi des sprots, des herbeaux. Ces dames demandaient de l'indulgence puissante. Les maris rappelaient à l'empereur combien il était difficile pour elles aux Tuileries. C'était le flot, disait-on, la ruine des ménages. L'empereur riait. Et non. Connaît point. Cela avait été imaginé par ces dames, disait-il, comme prétexte en justification auprès de leur mari. Dès là, on s'est étendu sur notre luxe ici. L'empereur a dit qu'il avait commandé à marchand de lui faire porter la vie des chasses qu'il avait en ce moment jusqu'à extinction. Et certes, il est déjà bien avancé. Avant d'être après le dîner, l'empereur a fait quelques parties d'échecs. Il était ennuyé. Des coups sous, nerveux. Il s'est retiré de bonne heure. Lundi de campagne de Saxe ou de 1813. Violente sortie de Napoléon, réflexion, analyse, bataille de Lutzen, Würzen, négociation, bataille de Dresde, de Leipzig, de Hanau. Il y a eu aujourd'hui course des chevaux au camp. Un de nous y a assisté. L'empereur est sorti à 7 heures et est marché vers la calèche. Le vent était très fort. Il a renoncé à sa course et s'est réfugié sous la tente. Mais il ne s'y est pas bien trouvé encore. Il a été dans sa bibliothèque. Il a pris les lettres de Madame de Châteauroux. Et a parcouru l'expédition de Bohême, analysé le maréchal de Belle-Île. Il a essayé ensuite de nouveau quelques tours dans le jardin, mais il est rentré presque aussitôt et m'a fait les suivre. Prenons alors un ouvrage qui est traité de nos dernières campagnes. Il a parcouru quelque temps, puis l'a jeté, disons. C'est une véritable rhapsodie, un tissu de contresens et d'absurdité. S'arrêtant alors sur ce sujet de conversation, il a causé beaucoup et longtemps de la trop fameuse campagne de Saxe. Ses observations étaient principalement morales, peu au point militaire. Voici ce que j'en ai recueilli de plus saillant. Cette mémorable campagne, disait-il, sera le triomphe du courage inné dans la jeunesse française, celui de l'intrigue et de l'astuce, dans la diplomatie anglaise, celui de l'esprit chez les Russes, celui de l'impudeur dans le cabinet autrichien. Elle marquera l'époque de la désorganisation de société politique, celle de la grande séparation des peuples avec le souverain. Enfin, la fêtrissure des premières vertus militaires, la fidélité, la loyauté, l'honneur. On aura bien écrit, commenter, mentir. Supposez, il faudra toujours en arriver à cet hideux et triste résultat. Et le temps en déroula la vérité et les conséquences. Mais ce qu'il y a de bien remarquable ici, c'est que les infamies, au fond, demeurent étrangères au roi, aux soldats et au peuple. Elles ne sont l'ouvrage que de quelques intrigants à épée, de quelques casse-coups politiques qui, sous le spécieux prétexte de sécuriser la joue de l'étranger et le reprendre l'indépendance nationale, n'ont fait que vendre et livrer sciemment leur maître particulier à des cabinets rivaux et convoiteurs. Les vrais résultats
ne se sont pas fait longtemps attendre. Le roi des Saxes, il a perdu la moitié de ses États. Le roi de Bavière est vu forcé à des restitutions bien précieuses qu'importaient aux traîtres. Ils tenaient leur récompense, leur richesse. Et ce sont les cœurs les plus droits, les hommes les plus innocents qui présentent le spectacle solennel des plus grands châtiments. C'est un roi des Saxes, le plus honnête homme qui ait jamais tenu un sceptre. Quand dépouillé de la moitié de ses provinces, c'est un roi de Danemark, si fidèle à tous ses engagements, dont on saisit une couronne. Voilà pourtant ce qu'ils ont prétendu, les retours à la morale, son triomphe. Et voilà la justice distributive d'ici-bas.